Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 27 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler macro, parce que on a vraiment cette idée de décorrélation entre le BTC et la macro. On va regarder ensemble pourquoi on a des nouvelles au niveau du BTC malgré la forme de latéralisation que l'on a depuis le début de cette semaine. Ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par une nouvelle qui est intéressante, qui a été donnée par Cointelegraph, qui nous explique que Buy Bitcoin, la recherche sur Google, a augmenté de 826% aux UK. Et là, quand on lit cette nouvelle, on se dit, bon bah c'est bon, on est reparti en bull run, tout le monde parle de Bitcoin, 826% c'est énorme, et donc tout le monde est en train de parler de Bitcoin et acheter Bitcoin, c'est lié aux ETF, ok. J'ai quand même posé la question, je trouvais ça bizarre. Je vais regarder rapidement sur Google Trend, qui est plutôt classique, dans lequel j'ai comparé le terme Bitcoin et le terme Buy Bitcoin dans l'ensemble des pays sur les 5 dernières années. Bon, j'ai envie de vous dire que Buy Bitcoin, c'est totalement zéro quand on compare les faibles moments où ça a accéléré, c'était vraiment le bull run. Là, on est vraiment à zéro. Et oui, Bitcoin, on a une petite augmentation, on est passé de 16 à, attention, 20. Ça reste quand même relativement faible, on est dans cette démarche, dans cette zone plutôt de 2019, qui est plutôt classique en termes de volume. On est peut-être un petit peu plus haut et un petit peu plus bas que mars 2020. Mais donc, oui, il y a un petit regain d'intérêt sur Bitcoin, mais absolument pas sur Buy Bitcoin. Et quand on regarde Buy Bitcoin en Angleterre, ah oui, il y a une petite augmentation, est passé de 5 à 10. Donc x2, mais il n'y a pas non plus le 826% aux UK, comme l'a noté, donc on fait toujours très attention aux nouvelles, à les vérifier parce que on est en train de nous vendre une forme de narratif, et donc forcément on doit garder les pieds sur terre, et pour ça, il faut vérifier les informations, croiser les sources, garder ça en tête. Alors, petite nouvelle au niveau de DYDX. DYDX qui est un échange décentralisé, certainement un des meilleurs actuellement que l'on peut retrouver si on souhaite faire du dérivé, qui est en train de changer, si on le savait, de blockchain pour pouvoir évoluer, et en l'occurrence, ils ont choisi Cosmos pour pouvoir construire leur propre blockchain, et la version 4 de DYDX est lancée officiellement sur Cosmos, ce qui est plutôt positif et ce qui va lui permettre d'avoir vraiment un écosystème de super app complet avec vraiment des coûts de transaction qui vont être ridicules. C'était vraiment un moment important pour l'évolution de DYDX pour la suite, et clairement ils sont en train de se préparer eux sur le prochain bull run au niveau de leur infrastructure, c'est évident. On continue les nouvelles parce que eux aussi sont en train de se préparer, c'est toujours la réglementation US, toujours sur l'utilisation des cryptos pour financer des activités illégales, et on a encore des communications, des prises de parole dessus, donc attendez-vous à ce que d'ici la fin de l'année, on ait une nouvelle sur une loi qui sorte, on va voir l'étendue de cette loi, mais c'est sûr et certain, vu là le tollé qu'ils sont en train de faire, je pense que on va pas avoir d'autre choix que de subir une loi qui va être, je pense, pas forcément la meilleure du monde. On va suivre de près ces éléments-là, parce qu'on a aussi JP Morgan, qui est en train de faire parler de lui avec le JP Coin, donc le JP Morgan Coin, qui est en fait la crypto qui est utilisée dans leur blockchain qui est privée, dans les paiements inter-services, dans les paiements inter-clients, qui permet de transférer les fonds facilement, et donc du coup on se retrouve sur le JP Coin qui a 1 milliard de dollars de transactions en daily, chose qui est vraiment important en termes de volume. Alors bien évidemment c'est hyper centralisé, c'est accessible à personne, à part JP Morgan et leurs clients, mais c'est intéressant de voir l'évolution parce qu'en juin 2023 on était à 300 millions et là on se retrouve à plus d'1 milliard, c'est en train de scaler. La technologie de la blockchain est essentielle dans le monde de la finance traditionnelle, ça on n'en doute pas. Est-ce que par contre la crypto, enfin les cryptos qui sont en décentralisé et en public vont être valorisés avec ça? C'est la grande question qu'il faut se poser à un moment donné. D'un autre côté, on a JP Morgan qui explique tout simplement que si la SEC rejette les ETF spot Bitcoin, il y aura forcément un procès. On le sait, on sait qu'il y a une pression qui est importante sur la SEC, c'est une des raisons pour lesquelles on sait
fortement que ça va être validé, on ne sait pas exactement quand, mais en l'occurrence, il y a de grandes chances que ce soit validé. Si jamais c'est refusé, c'est pour être validé par la suite, donc c'est juste une question de mois pour pouvoir valider tout ça. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles, même si on est encore dans un renforcement de l'arrivée de l'ETF Bitcoin, donc faites attention à ce type de nouvelles, on essaie de renforcer une forme de FOMO déjà depuis 10 jours, 15 jours, avec les fake news qui passent, etc., etc., on fait vraiment attention à se préserver. Alors, petit tour macro, on a un PIB T3 qui est au-dessus du prévisionnel. Ça, je l'avais expliqué, que ça allait être certainement le cas. On allait avoir un PIB qui était au-dessus, et c'est intéressant de voir que les analystes qui sont en train de se positionner se disent là actuellement que c'est pas si mal que ça au niveau des US, hein. Mais ça, je vous le dis depuis quasiment 6 mois, que c'est pas si mal que ça au niveau des US, et que c'est quand même très très résilient. C'est même quasiment 9 mois, 1 an que je vous le dis, que c'est vraiment très très résilient. Et quand on regarde les résultats, encore une fois, des sociétés d'hier, bon, il y a un petit peu plus de rouge, j'en conviens, mais ça n'empêche qu'on se retrouve sur beaucoup de vert, avec des gros qui sont dans le vert, Intel, Amazon, Mastercard, ce qui est positif. Alors là-dessus, on va se poser la question, comment ça se fait qu'avec toutes ces bonnes nouvelles, on se retrouve avec, ici, un S&P 500 qui est en train de décrocher. Alors, autre la partie technique, où on est en train de retester, ici, la première partie de résistance, qui est 4142, qui correspond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies, dans lequel c'est normal qu'on ait une prise de liquidité qui est classique. Pour moi, ma target reste toujours identique, un retest des 4100, objectif 1618, 4097, qui correspond aux bougies inférieures, 1, 2, 3, 4, 5, donc un niveau de liquidité qui est en même temps le niveau de rupture, l'accélération haussière, hein. Je rappelle que là, on a eu une forme d'accumulation, on a fait première tentative, échec, deuxième tentative, rupture qui est plutôt positive, on fait ici un retest, le retest est racheté et on accélère à la hausse, ce qui est positif et donc qui est le momentum important d'aller retester ici cette rupture, et qui va être le point crucial de déterminer est-ce qu'on est dans un soft landing ou dans un hard landing. La rupture et la clôture en dessous des 4100 et la réintégration dans cette partie inférieure ne sera pas bon signe et sera ici un signal pour se dire qu'on va morfler sévère. Alors par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que durant toute cette accélération haussière, on n'avait que des mauvaises nouvelles, clairement que des mauvaises nouvelles, hein. On était toujours dans une courbe d'augmentation des taux de la Fed, on avait des nouvelles qui n'étaient pas forcément positives sur l'inflation, on n'arrivait pas à décrocher le corps de l'inflation, on avait une augmentation du pétrole qui était en train d'arriver, et là qu'est-ce qui se passe? On a une décélération alors qu'on a une série de bonnes nouvelles, on a le PIB US qui repart, on a globalement la mise en place d'un stand-by au niveau des taux, la BCE européenne a dit que, comme la Fed, bon, en l'occurrence, étant donné que le marché est en train de se durcir, ça sert à rien de continuer à augmenter ses taux, et on reste à 4,5, et globalement on restera à 4,5, donc on s'enfonce ici. Alors là-dessus, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose, c'est que les marchés price en amont. Est-ce que selon vous, cette accélération haussière n'est pas le pricing des bonnes nouvelles que l'on a aujourd'hui, et que cette décélération, on est le pricing des mauvaises nouvelles que l'on va avoir globalement dans les semaines, mois à venir. Si on se positionne ici, c'est mai 2023, ok, on commence à avoir les bonnes nouvelles à ce moment-là, donc on peut dire qu'on a eu les bonnes nouvelles à partir de septembre, c'est à peu près cette période-là où on a commencé, ouais, début septembre, on a commencé à avoir les bonnes nouvelles, donc on a bien 6 mois, 5 mois d'écart, on pourrait se dire que ici, juillet, 5 mois d'écart, bon, on arrive Q1 2024, dans lequel on a pas mal de choses qui nous indiquent, hein. Je vous rappelle que si on regarde plusieurs autres éléments, je vais juste retirer, hop, et on va regarder quelque chose qui est important, qui est, hop, la décoration des taux. Et là-dessus, si je retire le logarithmique, que je remets en automatique, on voit qu'on est en train de se rapprocher, globalement, des zéros, ça devrait arriver normalement Q1 2024, et on sait que quand on repasse dans une forme de corrélation à 0%, on a systématiquement une récession qui peut être courte ou longue, ça importe assez peu, mais on a un début de récession. Est-ce qu'on est en train, ici, au niveau du SP500, de pricer ce début de récession et cette récession-là? Donc ça veut dire qu'on aurait encore 2 mois à peu près avec un SP500 qui est en train de s'enfoncer, donc un retest peut-être des 4100, est-ce qu'on va aller chercher plus bas? Est-ce qu'on va aller chercher beaucoup plus bas? Plus bas serait quand même relativement agressif, on va retourner ici, ça sous-entend qu'on pourrait chercher la target ici de 618 à 3800, dans lequel on a une réintégration de la zone d'accumulation, oui, mais on aurait surtout un retest et une prise de liquidité de ces deux mèches-là qui ont été absolument retravaillées et qui étaient importantes parce que c'était
les rejets de rupture, et donc là on a pas mal de liquidités qui sont en attente, donc pour moi ça reste une zone intéressante, 3800, si jamais on casse sérieusement les 4100, on est encore loin de cette partie-là, mais on le garde en tête, et justement quand on arrivera dans ces parties-là, on aura un ensemble de mauvaises nouvelles, et un cours qui commencera potentiellement à repartir. Alors ça peut être à 4100 ou 3800, hein, ça importe assez peu, mais on aura en fait ce shift de nouvelles, dans lequel on aura de nouvelles négatives, et on aura un cours qui partira à l'inverse, parce que ce sera tout simplement le moment où on devra se positionner. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le DXY est en train ici de ne pas faire le break of structure qu'on avait dit hier. On a racheté entièrement la bougie, donc on est dans une forme de latéralisation, on va juste patienter. Est-ce que oui ou non on va clôturer, voire même attendre la clôture de ce soir pour regarder en weekly, et ça ce sera certainement dans la vidéo de demain 13h30. L'important de voir, c'est que cette semaine on a eu un retour de volatilité. Oui, mais on a ravalé entièrement ce retour de volatilité. Il n'y a aucun mouvement sur depuis lundi, globalement, depuis qu'on a eu cette grosse accélération. On est dans une zone de compression de liquidité. On le voit bien ici, où depuis qu'on a eu la grosse accélération, on fait du range, tout simplement, on fait du sideway, dans lequel on construit de la liquidité ici, et la grosse liquidité pour l'instant, qui est en train d'être construite, avec des blocs à 200, 300, 400 millions, se trouve en dessous des 34 000, se trouve entre les 33 000 et les 34 000, pardon, les 33 000, dans lequel on a quand même pas mal de liquidité à aller chercher. On a un petit peu de liquidité supérieure pour aller chercher le niveau haut des 35 200. Clairement, ici, on est en train de créer deux zones de polarité pour aller chercher ces zones de polarité et faire de la manipulation classique pour pouvoir entraîner un prochain mouvement. La liquidité est excessivement importante, il faut bien comprendre pourquoi. Quand on regarde ici en un an, on voit bien qu'on a eu une création de liquidité très importante dans la zone des 30 500, liquidité qui parle de 7 milliards, 15 milliards, dans lequel on est allé chercher la bougie, ici, d'accord? Ça, c'est la bougie de la fake news, de l'ETF, dans lequel on est allé chercher cette liquidité exactement, et on s'est arrêté à cette zone-là. On a liquidé cette partie-là en une seule nouvelle. C'est pour vous montrer à quel point l'importance de la manipulation est forte, et que les liquidités sont là pour être allées chercher, que ce soit avec des fake news, des good news. L'important de voir, c'est qu'on a bien cette accélération haussière, dans laquelle la première fake news nous a donné ici cette accélération haussière pour prendre la liquidité, sous-entendu, on a un premier indice d'une forme de manipulation. D'accord? Fake news pour aller chercher 15 milliards de liquidités. J'ai envie de vous dire que oui, on est dans une forme de manipulation. Et pour prouver ça, ça risque d'être très compliqué. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a une augmentation de l'inflow au niveau des options du Bitcoin. Alors très important, les options, c'est ce qui permet de se hedger majoritairement. Donc on va prendre des options par exemple sur une cassure baissière ou une cassure haussière au niveau du BTC, et ça permet de pouvoir couvrir sa position. Donc ça sous-entend ici, on arrive sur des niveaux qui sont supérieurs à 2021. Et quand on regarde cette zone-là, c'est septembre, octobre, novembre, d'accord, dans lequel on est vraiment sur les pics, sont dans le début d'accélération qu'on a pu connaître en septembre. Si on regarde un petit peu où on était sur septembre, on était dans cette zone-là, dans cette partie d'accélération octobre, d'accord, donc septembre, octobre, et ensuite on a novembre, et ensuite décembre, et globalement quand on regarde, la cassure se fait vraiment sur le 39 décembre, au niveau ici des options, hein, quand on voit ça là, cette rupture ici, c'est vraiment le 31 décembre, donc qui est la zone dans laquelle on a le plus d'options, donc on a vraiment une coupure totale du nombre d'options, et on voit que c'était une forme de hedging par rapport à quoi? Par rapport à l'accélération qui a eu lieu, donc là on a une accélération des options par rapport à l'accélération haussière, d'accord? On est en train de se préparer à un potentiel retournement, ou en tout cas, les institutionnels ou les gros portefeuilles sont en train de se couvrir sur un potentiel retournement, ce qui est classique, étant donné qu'on est vraiment dans une zone de rechargement de sel qui est plutôt normale. Parce que si on regarde ici par rapport à l'accélération baissière qu'on a eue au niveau de Terra Luna, qu'on fait un Fibonacci de retracement, on voit qu'on est pile poil au 618, de ce niveau ici, donc c'est normal qu'on ait ici un take profit, qu'on ait un rechargement de sel, et que potentiellement on ait un retracement. Les personnes sont tout simplement en train de se hedger, de se couvrir sur ces zones-là, ce qui est normal. Au niveau court terme, on voit juste qu'on a bien eu cette zone de range, qu'on a eu la rupture et l'accélération haussière de la zone de range. Je rappelle que cette accélération haussière est liée principalement à un short squeeze et un FOMO sur la possibilité d'une validation d'un ETF, enfin des ETF, BTC, chose qui n'est pas encore validée, et dans lequel, ici, court terme, suite à cette accélération haussière, on a quoi? Ce qu'on voit habituellement suite à cette accélération,
une forme de compression avec une forme de ranging au niveau des liquidités. Si on n'a pas de liquidité, on ne peut pas repartir. Ma question est, est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans quelque chose qui serait similaire à ça, avec un certain nombre de jours où on va se retrouver dans une forme de ranging, avant d'avoir une nouvelle qui soit positive avec une accélération haussière, une nouvelle négative avec une accélération baissière, voire même l'arrivée de la nouvelle, et donc la mise en place du sell-off, pour ici aller retester. On n'oublie pas, buy the rumor, sell the news. Est-ce qu'on est dans cette dynamique-là ou pas? Est-ce que l'ETF va permettre d'avoir un afflux de liquidité instantané dedans? C'est la grande question qu'il faut se poser, et on y répondra demain matin à 13h30. Au niveau d'Ethereum, on est quand même relativement faible, hein. C'est juste, je voulais faire une petite aparté pour montrer la différence entre BTC qui a vraiment fait une rupture, hop, ici de son range à l'accélération à la hausse, alors qu'Ethereum est vraiment à la traîne. On est vraiment en train de retester une zone de rechargement de sel classique, donc là on a comblé l'imbalance, on est allé chercher les liquidités qui se trouvaient là, pour potentiellement faire une continuité baissière, donc ça renforcerait un peu cette idée-là, d'avoir une zone de ranging pour faire ici un retest de cette zone ici avant de pouvoir repartir. Donc là on serait un peu dans cette dynamique là en disant ok, je reteste ici, je vais retester là pour repartir, ce serait en même temps logique. Au niveau de l'order flow, sur le BTC on n'a pas grand chose qui change, toujours l'open interest qui est relativement faible. Là c'est toujours quelque chose qui m'intrigue, c'est-à-dire que quand on a un open interest très faible comme ça, on a une latéralisation, et ce qui est plutôt normal dedans, dans lequel on va attendre un regain de l'open interest avant de se positionner en se disant ok, bah à ce moment-là on a un positionnement qui est en train de se faire au niveau du marché. Là ce n'est pas le cas, clairement. Au niveau des liquidités sur Kingfisher, on voit que oui, on a un petit peu de liquidité short qui est en train de se mettre en place, un petit peu de liquidité longue, mais somme toute, on voit surtout qu'il y a un énorme creux dans les liquidités au niveau de cette zone-là, qui est l'imbalance qui se trouve là. D'accord, donc c'est plutôt classique. Peu de personnes essaient de se positionner dans cette zone-là, parce qu'on sait que c'est une zone de retracement simple, classique, parce que on a, pour rappel, ici le hood range qu'on a éclaté, on a eu une grosse accélération haussière, donc on a de l'imbalance au niveau du marché, donc c'est-à-dire qu'on a une zone à aller combler généralement dans laquelle on a une accélération qui est trop forte au niveau du marché, et donc à ce moment-là on a tendance à aller retester et combler cette imbalance, et en même temps ça correspond ici au retest du hood range qui serait cohérent pour une forme de pullback, avant soit de faire une tentative de réintégration, soit une accélération haussière pour repartir à la hausse. Donc encore une fois, comme je vous l'avais prévenu en début de semaine, on n'a absolument rien fait, parce que tout simplement on est en consolidation, on est dans une période de construction de liquidité, et donc là, il est possible que la semaine prochaine, on retrouve un ensemble de nouvelles qui vont influencer le cours fortement. Préparez-vous à ça, que ce soit à la baisse ou à la hausse, ça importe assez peu, mais on risque d'avoir vraiment un retour de la volatilité, je pense, soit début de semaine, soit fin de semaine prochaine, dans lequel on aura un mouvement du BTC par rapport à ça. Je ne pense pas qu'on restera dans une latéralisation aussi longue que l'on a pu connaître là, parce qu'on est en octobre, on est en novembre, on a besoin de volatilité pour pouvoir travailler les volumes, pour pouvoir travailler ce dernier trimestre de résultats, donc on a besoin de rendement, on a besoin de volume, on a besoin de volatilité. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Et nous on se retrouve à 13h30 pour parler de ICP.